Bienvenue chez moi. On est de plus en plus nombreux, en tout cas c'est ce que je constate, à souhaiter acquérir une autonomie ou en tout cas acquérir un terrain qui nous appartient, sur lequel on peut construire un habitat qui nous correspond, ou dans lequel en tout cas on est en accord avec. C'est assez compliqué de s'y retrouver, parce que quand on cherche justement, vous voyez, à trouver un terrain dans lequel on pourrait éventuellement s'installer, construire quelque chose, on est de plus en plus face à une lourdeur administrative et réglementaire. Et moi je voulais vous apporter un petit éclairage, vous voyez, un petit quelque chose, une piste, je dirais ça comme ça, une piste de réflexion, une piste de recherche. Pour ma part, il y a maintenant quasiment 5 ans, je recherchais à gagner en autonomie, vous voyez, à ne plus dépasser en tout cas certains éléments qui nous attachent, les chaînes, vous voyez, qui nous attachent à un système, à un fonctionnement. Et en tout premier lieu, ma démarche a été de chercher un terrain dans lequel je pourrais construire les choses. Je vais essayer de vous expliquer ça, mais clairement, je ne dirais pas qu'il y a une solution idéale. En tout cas, il y a plutôt à chercher quelque chose qui va nous correspondre plus qu'une situation idéale. Là actuellement j'ai je peux appeler ça une cabane, je peux appeler ça comme ça. Bon, c'est difficile de dire que c'est une maison, c'est entre la maison et la cabane, vous voyez, bon, c'est un peu plus grand qu'une petite cabane de jardin, parce que j'habite pas dans une cabane de jardin, moi, qui se poserait la question, mais c'est un habitat qui fait en tout et pour tout à peu près 60 mètres carrés. Donc je suis au-dessus de la réglementation, donc je vais vous expliquer quelques petits éléments. Bon, c'est pas simple, parce que dès qu'on recherche quelque chose, voilà, qui va pas nous coûter 300, 400 000 euros, parce que moi je suis en Île-de-France, c'est à peu près malheureusement la norme, quand on veut se dire tiens je vais acheter quelque chose, soit faire construire ou acheter, vous voyez, bon, on est face à des réalités budgétaires complètement, à mon sens, totalement délirantes. Et puis même si on cherche un terrain dit constructible, parce que je vais bien vous détailler cette histoire-là, un terrain dit constructible, on arrive à des tarifs un peu plus de 100 000 euros pour certains terrains. Là, je suis pas très loin, vous voyez, entre Provins et Disneyland, vous voyez un petit peu. Alors, je vous explique même pas sur Disneyland le tarif des pauvres petits terrains qui vous proposent 400 mètres carrés pour un peu plus de 100 000 euros. Enfin bon, bref. Et donc déjà, moi j'avais un impératif, je cherchais à être de plus en plus autonome, je cherchais à un endroit reculé, c'est-à-dire sans vis-à-vis. Pour moi c'était important, pour pas mal de raisons. Et puis surtout avec un terrain minimum, vous voyez, quelque chose de à peu près cohérent. Bon, j'ai à peu près 700 mètres carrés de terrain, voilà, c'est à peu près ce que j'ai autour de moi. C'est clairement pas suffisant, je cherche vraiment, vous voyez, à obtenir au moins 2 arts. Pour l'instant, je suis encore en phase de recherche pour justement agrandir cette histoire. Certainement aller encore plus loin, enfin en tout cas changer de lieu, parce que là, dans l'environnement dans lequel je suis, enfin en tout cas le lieu géographique, ça va être assez compliqué de trouver 2 arts à un tarif raisonnable. Et donc du coup, rapidement, on se retrouve à devoir fureter un petit peu sur les annonces, vous voyez, bon, généralement c'est le Bon Coin qu'on va regarder, vous voyez, ou Se Loger, vous voyez, bon, il y a des sites un petit peu dans ce principe-là. Ça s'arrête surtout, vous voyez, à des personnes qui ont des difficultés, puis qui n'ont pas envie clairement de mettre une telle fortune dans un habitat. Donc du coup, on a 2 solutions, c'est soit on va aller prendre un terrain dit constructible, puis là on arrive avec des tarifications qu'on peut mettre ou pas, après c'est des choix. Moi en tout cas, c'est pas celui que je favorise. Ou alors, on va s'orienter sur ce qu'on appelle les terrains dits de loisirs, ou les terrains non constructibles, bon, l'alliance entre les deux est très faible, hein, ou les terrains dits agricoles, vous voyez, qui sont généralement gérés par la SAFER. Bon. Et là, on arrive à des tarifications nettement plus basses. Alors là, c'est un effondrement complet, c'est ça aussi, après ça dépend de la surface, hein, mais ça aussi entre 10 et 50 000 euros, vous voyez, bon, donc déjà, ça me paraît un peu plus raisonnable, mais la question elle reste centrale, c'est d'accord, c'est des terrains dits de loisirs non constructibles, ça veut bien dire ce que ça veut dire, ça ne peut rien construire dessus. Alors quand on regarde un petit peu la réglementation, il y en a beaucoup d'ailleurs qui se sont un peu cassés les dents dessus, et c'est justement, vous voyez, pour éclaircir un peu tout ça. La réglementation, si elle n'a pas changé, parce qu'au moment où je vous parle, j'espère qu'elle n'a pas changé, voilà, on n'a pas besoin d'un permis de construire en dessous de 35 mètres carrés, voilà. Ça fait moins de 35 mètres carrés, en toute logique, on n'a pas besoin d'un permis de construire. Malgré tout, dans certains cas bien précis, un permis de travaux, vous voyez un petit peu les nuances comment elles sont, hein, un permis de travaux sera nécessaire. Donc un permis de travaux, c'est, voilà, je cherche à monter ça. Généralement, le permis de travaux, c'est quand on veut faire une piscine, une véranda, vous voyez un petit peu, bon. Bon là, il va falloir travailler un petit peu sur les nuances, parce que quand vous allez demander un permis de travaux pour construire une cabane,
Du coup, voilà, on va vous poser des questions parce que c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que les choses sont faites. On va pas vous poser de problème si vous apprenez un terrain dans ces conceptions-là, vous voyez, dit loisirs, non constructibles, si c'est pour y aller le week-end, vous voyez, ce qu'on appelle les terrains d'agrément, ça s'appelle aussi comme ça, en région parisienne, il y en a beaucoup qui ont pris ça, essentiellement d'ailleurs autour du Morin, qui est une espèce de petite rivière là, qui est aussi en Seine-et-Marne. Voilà. Bon, bah, c'est inondable en hiver. Bah, d'ailleurs, on a eu, pour ceux qui ont suivi les actualités l'année dernière, c'était totalement inondé. Il y a eu, bon bref, c'est des terrains inondables. Donc, faut le savoir quand on les prend. Donc, du coup, bah, voilà, c'est des terrains dits de week-end. Mais au niveau des municipalités, oui, ça passe. Alors que voilà, si tu viens le week-end, que tu y mets ta petite caravane, bon, ça va. Ce qui pose réellement problème, parce qu'il faut mettre les points là où ils sont, ce qui pose réellement problème, c'est qu'à partir du moment où c'est non constructible, bah, vous n'allez pas, voire peu, payer d'impôts, qu'on dise impôts locaux, ce qu'on appelle la taxe foncière, ou la taxe locative, ou ce qui est plus communément appelé la taxe d'habitation. Donc automatiquement, vous voyez, soit vous n'aurez pas à la payer due à la particularité du terrain, soit vous en paierez qu'une petite partie. Et ça, clairement, les communes, ça ne les intéresse pas de voir arriver des gens, vous voyez, qui vont être exempts de ces taxes-là. Alors après, derrière, effectivement, il y a des municipalités qui sont un peu en déclin au niveau population, et quand on est une famille avec pas mal d'enfants, bah, ça permet à des classes de pas fermer. Vous voyez, il y a des partis pris, mais c'est pas pour rien, vous voyez, que j'ai régulièrement des coms sur les forums que je suis, où des gens disent, ah, voilà, j'ai pris un terrain non constructible, je n'ai pas payé très cher, ça avait l'air sympa, et puis il y a de la surface et tout, on y a mis une yourte, et puis au bout d'un an, on s'est fait jeter par les flics. Ben oui, c'est assez courant. Il n'y a qu'à voir, rien qu'à regarder sur les petites annonces, vous trouvez nettement plus de yourtes à vendre que de terrain avec une yourte installée dessus. Là, par contre, les annonces, il n'y a pas fleurichon, comme on dit, il n'y en a pas BZF. Hein. Elles sont plutôt même extrêmement rares. C'est un peu dommage, mais en même temps, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand on construit une yourte sur un terrain constructible, il y a de très fortes chances qu'on voit débarquer le préfet, machin, et tout ce qui va avec. Et puis il y a eu un grand renfort de publicité qui a été fait dessus. Hein. Quand je dis renfort de publicité, c'est qu'on en a fait des articles pour essayer de démotiver les gens à ne pas le faire. Mais en même temps, c'est une réalité économique. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la plupart d'entre nous, enfin la plupart, beaucoup d'entre nous n'ont plus envie, ou n'ont même plus accès à des crédits, voyez, immobiliers. Donc je pense que, vous voyez, il y a des choses à revoir par rapport à ça, mais là après c'est gouvernemental. Hein. Mais en tout état de cause, ça devient très complexe. Et d'autant plus que si on cherche à construire dessus, bah, il faut arriver à ruser. Alors ceux qui y arrivent, puis qui arrivent à tenir sur le temps, bah, c'est parce qu'ils ont un peu, voyez, ils ont un peu navigué. Sinon c'est compliqué. C'est nettement plus compliqué parce que quand je vois certains commentaires qui disent bah, tu ne casse pas la tête, achète le terrain, tu dis rien à personne, tu mets ta yourte dessus ou ton mobil-home, ou tu construis vite fait une petite cabane, et puis personne n'en saura rien, mais il ne faut pas rêver. À partir du moment où on va dans des petits villages, et moi c'est le cas, moi c'est un petit village, je crois qu'on est 300 habitants, un truc comme ça, j'ai plus le chiffre exact, mais vous voyez, on se connaît tous. Enfin, quand je suis arrivé ici, il n'a pas fallu 4 jours pour que tout le village, enfin j'exagère quand je dis tout le village, mais vous voyez ce que je veux dire. Enfin, tout le monde était au courant que j'étais là, on venait à prendre ma porte, ah bonjour, vous êtes qui, vous êtes le nouveau propriétaire, machin, enfin vous voyez un petit peu, bon. Ça se sait rapidement, donc se dire je vais la jouer un peu secret, puis je vais prendre un terrain, puis je vais mettre un truc dessus, puis personne ne le saura, dans des petits villages où la plupart des gens se connaissent, ça va vite se savoir. Et si ça remonte voyez, au niveau du bureau municipal, si les démarches n'ont pas été faites, votre projet ne va pas tenir longtemps, à mon avis. Hein. Et souvent c'est le cas, vous voyez, en plus, le pire du tout c'est que souvent c'est le cas. Donc c'est pas évident, pour moi en tout cas. Il est important de jouer franc jeu dès le départ. Vous voulez prendre un terrain, y construire quelque chose avec un projet précis, bah, allez le présenter en mairie. Puis soit bah, ça a une bonne écoute et ça a une bonne oreille, et puis le projet existe, et puis voilà, vous avez des papiers officiels, vous voyez, vous avez des choses qui peuvent tenir. Ou soit c'est refusé, bah tant pis, vous trouvez un autre endroit dans lequel ça pourra se faire. Il y a quand même des communes, il ne faut pas croire que toutes les communes, vous voyez, sont réticentes à voir apparaître des habitats légers, dits habitats légers, vous voyez, sur leur municipalité. Il y en a, c'est le cas, mais il y en a au contraire. Pour eux, ils savent que ça va donner une richesse. Donc, si en plus derrière vous avez un projet particulier qui peut être personnel ou associatif, vous voyez, bon, de développement qui soit culturel, qui soit même technique, vous voyez, vous apportez une plus-value, bah, si vous avez affaire à une municipalité intelligente, oui, ils vont avoir un bon écho. Donc déjà, moi, dans un premier temps,
c'est de jouer franc jeu. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai joué franc jeu dès le départ. J'ai pas cherché, vous voyez, à la jouer un peu filou parce que ça te retombe dessus à un moment donné. Alors ça peut marcher 1 an, 2 ans, vous voyez. Et puis de toute façon, à un moment donné, puis je le vois en plus. C'est pas comme si c'était pas le cas. Je le vois. Je le vois qu'il y en a qui se font pincer à un moment donné, puis ils doivent tout déménager, et puis ils se retrouvent au bout. Bah, c'est un peu plus complexe. Alors après, effectivement, il y a des particularités où si on monte une petite tente ou un tipi, oui, ça rentre dans un cadre législatif, etc. Ben, enfin bon, il y a des régions, vivre en tipi dedans. Vous allez dans la Somme ou je sais pas, dans le Nord-Pas-de-Calais, bon courage pour vivre dans un tipi en plein hiver. Alors c'est faisable sur des communes, vous voyez, du style du côté de Menton ou d'Argelès, vous voyez, bon bah il fait pas très très froid en hiver, donc ça reste viable, mais bon. Dès qu'on a des gamins à vivre sous tipi dans des régions où il gèle, je sais pas si c'est une excellente idée. Donc du coup, là c'est le premier point, vous voyez, que je vous donne, c'est voilà, jouer franc jeu, et puis après, c'est d'essayer de trouver un terrain relativement bon marché sur lequel il y a déjà un habitat qui est présent et qui est en plus cadastré. Et c'est très facile parce qu'aujourd'hui vous avez le site d'IGN qui vous propose des cartes où il y a le cadastre qui est indiqué dedans. Donc rapidement vous savez si quand vous voyez une annonce avec genre cabane installée sur le terrain, vous voyez, choses comme ça, bah, rapidement vous pouvez savoir si c'est une construction légale quelque part ou complètement illégale parce qu'elle doit être indiquée logiquement sur le cadastre. Donc moi c'est le cas, cette cabane, je vais l'appeler comme ça, je vais mettre ce nom-là, cette cabane, elle est inscrite au cadastre. Alors comment ça s'est fait, j'en sais strictement rien, que ça remonte à d'anciens propriétaires, mais j'ai pas réussi à le savoir, et puis en plus ça remonte à, vous voyez, d'anciens maires qui étaient présents sur la commune, donc qui à mon avis avaient certaines allégeances pendant cette époque-là. D'autant plus que mon terrain sur lequel je suis appartient à la SAFER. Donc j'ai un terrain qui appartient à la SAFER sur lequel j'ai une maison qui est cadastrée. Bon, il y a une espèce de big bang qui s'est passé à un moment donné. Les choses, elles sont aujourd'hui comme elles sont. Et dans ce que j'ai compris, bon, ça se maintiendra, tant mieux. Tant mieux. Mais vous voyez un petit peu, moi, ça démarche dans laquelle j'ai été. Voilà, j'ai cherché quelque chose, bah, voilà, un habitat qui était déjà fait, qui a été à rénover, parce qu'il a fallu que je rénove complètement l'histoire. Hein, elle n'était pas du tout habitable. Mais au moins ça donne un élément, voilà, ça vous donne un prix correct, à mon sens, avec quelque chose qui juridiquement tient la route, vous voyez. Donc je dis pas que c'est évident, de trouver des lieux comme ça, vous voyez, où vous allez trouver un terrain avec soit une, quand je dis une ruine, il y a une nuance entre la ruine totalement, vous voyez, on ne peut rien faire, puis la chose qu'on peut arriver à réhabiliter avec un peu de bon sens et puis une bonne dose de bricolage. Vous donnez un peu une piste de recherche, en vous disant mince, comment je peux faire. Est-ce que je peux? Alors oui, voilà, vous pouvez construire une cabane avec ossature bois et puis j'ai envie de vous dire avec des bottes de paille. Bah, si elle dépasse à certains, et là clairement moi 60 mètres carrés ça dépasse, là c'est 2 fils permis de construire. Et, enfin vous voyez, moins 35 mètres carrés, si vous avez 2-3 enfants, ça me semble complexe. Après on peut multiplier, il y en a qui multiplient, qui mettent une yourte, une autre yourte à côté, voilà, 2-3 yourtes sur le terrain, bon. Ouais, c'est jouable aussi, bon, c'est d'autres astuces, vous voyez, bon. Comme ça, on reste toujours dans la norme de demande de travaux et pas de permis de construire, vous voyez, on essaye un petit peu là-dessus. Mais si la municipalité est réticente, elle est réticente, hein, enfin, clairement, vous savez, il faut mettre les mots où ils sont, on est toujours un petit peu, vous voyez, on n'aime pas dire les choses jusqu'au bout, on a une certaine frilosité à dire les choses. Comprenez bien qu'il y a des communes qui vont voir ça d'un très mauvais œil. Pour eux, voilà, voir arriver des marginaux, des personnes qui vivent comme ça, vite fait, avec un potager, et puis qui sont habillés, vous voyez, un peu hippie et compagnie, voilà, ils vont se dire, laisse tomber, on ne veut pas de ça sur notre commune. C'est des mots que j'ai entendus, hein, clairement, sur d'autres communes, pas celle-ci, mais sur d'autres communes, j'ai entendu ce genre de choses. Donc c'est un fait, vous voyez, c'est un fait. Oui, il y a des gens qui, voilà, il y a le respectable, le respecté, vous voyez, un petit peu, ces notions-là. Donc la différence n'est pas forcément quelque chose d'accepté, donc il faut arriver de manière... un peu tranquille, j'ai envie de dire, mais sûr. Parce qu'en même temps, il y a des projets très intéressants à monter, il y a des choses à faire. C'est pas parce qu'on a une idéologie ou une philosophie de vie différente que forcément c'est à voir de manière négative. Pour moi, au contraire, je pense que c'est plutôt une richesse. Alors automatiquement, ça m'a demandé pas mal d'aménagements, tout simplement parce que j'ai pas d'arrivée d'eau qui sont sur ce terrain, j'ai pas d'arrivée électrique non plus. Donc c'est un mal pour un bien. Moi je le voulais isoler justement parce que je voulais pas tous ces raccordements, cette obligation de raccordement qui est souvent nécessaire quand on prend un habitat. Là on peut pas m'obliger
à prendre l'électricité, avoir un compteur, parce que de toute façon, il n'y a pas de poteau électrique. Donc, vous voyez, pour moi, l'autonomie, c'est produire les choses en interne. Donc voilà, j'ai mes panneaux solaires, j'ai mon eau en récupération, en filtration, potabilisation et après évacuation sur un système de traitement individuel. Donc du coup, je passe même pas par les eaux usées parce que j'ai pas d'eau usée. Donc c'est vraiment un système de traitement particulier au niveau des eaux usées. Et encore, j'utilise des produits biologiques. Donc autant vous dire que la pollution de ce que je ressors, elle est pas extraordinaire non plus. Voilà, avec les sites de compostage, avec, vous voyez, je me chauffe au bois, ça permet de, puisque j'ai des forêts autour. Enfin, vous voyez, après, c'est tout un projet, avec un projet associatif, avec derrière aussi automatiquement de l'expérimentation. Et puis, les personnes qui viennent me voir, bah, ça leur donne aussi des idées, voilà, comment c'est faisable, qu'est-ce qui est possible. Et ça donne une sorte de laboratoire de test pour ceux qui se posent encore la question de comment je peux faire, est-ce que je peux m'enlever certaines chaînes, est-ce que je suis vraiment attaché et lié à tout ça, ben, au moins ça permet d'exister. Et puis cette commune n'était pas réticente, bien au contraire, à ce que ce type d'association soit présente et ce type de projet soit présent. Donc c'est tant mieux. C'est tant mieux, autant plus qu'en Seine-et-Marne, il n'y a pas énormément de projets comme ça qui existent. Donc je trouvais que c'était intéressant de le faire. Et puis aussi, en parallèle, pourquoi pas les deux d'ailleurs, bah, essayer de trouver des lieux dans lesquels un habitat est déjà présent, à réhabiliter, à rénover. Alors bien entendu, vous vous doutez que dans ce type de projet-là, on va éviter les maisons Phoenix. Enfin, ça, je parle pour les Français, ils savent qu'est-ce que c'est que les maisons Phoenix. Mais il y a des machins en parpaing avec le crépi qui est là, ça, on va éviter ces recherches-là. Ça va pas du tout correspondre à un habitat autonome, loin de là. Mais c'est plutôt, voilà, pour moi, des bâtiments qui sont antérieurs à 1930, vous voyez, voire même 1920. Donc c'est vraiment des bâtiments d'avant-guerre, et puis tout simplement parce qu'ils étaient faits dans une certaine règle de l'art, je vais dire ça comme ça, où les maisons étaient correctement orientées, où on prenait en considération les vents dominants, où les matériaux qui étaient utilisés étaient, à mon sens, des matériaux nobles. Et du coup, on a des maisons qui sont vraiment respirantes, qui ont une certaine inertie. Donc c'est dans cette recherche-là, pour moi, qu'il faut aller. Et moi, en tout cas, j'ai pas du tout dans cette recherche de chercher un pavillon des années 80 ou des années 70, vous voyez, absolument pas. Pour moi, ça ne correspond pas, en tout cas, à la démarche dans laquelle je souhaite être et évoluer, en tout cas. Donc voilà, des anciennes fermettes, par exemple, ça peut être aussi, vous voyez, des choses comme ça. Des bâtiments où la réhabilitation, si vous utilisez de la terre, de la paille, de la chaux, ça va être fiable parce que c'était comme ça que c'était fait. Donc vous remettez les bâtiments. Et en plus, vous voyez, il y a un autre élément auquel il faut faire attention, c'est que si vous allez dans cette recherche-là de bâtiments, là je parle de bâti, vous voyez, avec des matériaux naturels, il va faire attention que le propriétaire qui la revend n'ait pas fait des modifications importantes qui dénaturent complètement le bâtiment. Ça veut dire, j'entends par là, je vais être très clair, franchement, ça veut dire qu'à un moment donné, qu'il n'ait pas remis, vous voyez, du placo partout dans tous les murs, avec de la laine de verre derrière, vous voyez, parce que là, il a tout foiré. Donc non, faut voir, ça vous est obligé de tout enlever, vous voyez, tout arracher, tout détruire, puis après sortir les matériaux, et puis les baigner, bon, c'est complexe, Mais voilà, parce qu'il y a des modifications, les gens n'ont pas forcément cette conscience que ces anciens bâtiments ont une histoire et une manière, vous voyez, de travailler. Et on veut absolument reprendre ces bâtiments, les rendre dits modernes, on va mettre un chauffage central, on va fermer les cheminées, condamner tout ça, puis après on obtient quelque chose, c'est un aquarium, donc bon. Donc, quand on choisit, il faut faire attention. Moi, il y a des maisons que j'ai visitées, vous voyez, avec des bâtiments qui datent de ces époques-là, où il y a eu des modifications faites dessus, où c'est pour moi totalement fait en dépit du bon sens. Il y a tout à recasser, quoi. Alors, quand vous dites au propriétaire qui vous vend la maison, ouais, votre maison elle est super, c'est vrai qu'elle a une histoire. Je vois qu'il y a des anciennes traces, par exemple, voyez, de chaux, de terre-paille, c'est intéressant. Mais là, il faut que je casse tout parce que ce qui a été fait, c'est de la connerie. Bon, le gars, il commence à tirer la tronche, il comprend pas trop. Il se dit, oh, quoi, le mec a dû passer des nuits, des week-ends entiers à mettre du placo et puis, voyez, et puis de la laine de verre. Et puis, je sais pas trop pourquoi vous voulez tout déglinguer et puis remettre des trucs qui, pour lui, fait partie du Moyen-Âge. Alors qu'en fait, c'est la réalité. Ces maisons-là ont été prévues avec une certaine inertie, donc il est important
de la laisser. Je vous ferai une vidéo particulière pour vous expliquer un peu comment fonctionnent les maisons biodynamiques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Comment fonctionne le biodynamisme au niveau d'une maison, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération, quels sont les isolants que l'on peut utiliser. Et là, je parle vraiment d'isolants perspirants, ça veut dire des isolants qui vont vous permettre d'avoir une inertie, c'est-à-dire que l'humidité ne reste pas et permet d'être dégagée par les murs, voyez. Bon. Il y a des choses à connaître, malheureusement, il y a des choses à connaître et tout ne s'invente pas. Et ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est un modèle, mais c'est pas le modèle qu'il faut avoir. Et à mon sens, surtout pas sur des anciennes bâtisses qui ont été pensées dans une manière particulière. Et certainement pas, en tout cas à l'époque, pas avec du parpaing, pas avec du crépi et pas avec du placo ni de la laine de verre, vous voyez ce que je veux dire. Voilà pour cet éclairage, je vous dis à très vite, à bientôt.